Bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo pour vous parler de Design Thinking, on dit aussi pensée design en français. Il y aura en fait une seconde capsule qui porte sur le même sujet, donc sur le Design Thinking. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser à la partie définition du problème et dans la seconde, on regardera ce qui se passe du côté des solutions. Alors, pour commencer, juste un mot sur l'historique. Le Design Thinking est né à l'université de Stanford dans les années 80 et a ensuite donné naissance à une agence qui est spécialisée en Design Thinking qui s'appelle IDEO. Et vous trouverez pas mal de sources sur Internet qui viennent de ces deux institutions, donc l'université Stanford avec la D-School, c'est comme ça qu'ils ont appelé leur partie sur le Design Thinking, et aussi donc IDEO, agence spécialisée en Design Thinking. Alors, avant de rentrer dans la description du processus de cette méthode d'innovation, juste un mot sur le design. Alors, le mot design est très utilisé en français. Sa traduction littérale est en fait conception. Donc, le design correspond à la conception d'un objet ou d'un service. En français, on l'utilise un peu de la mauvaise façon, puisqu'on va dire d'un objet qu'il est design quand on va considérer qu'il est esthétique, classe, bien conçu, qu'il a des belles lignes, alors qu'en fait, le mot design veut simplement dire conception. Quand on s'intéresse au design d'un objet, on s'intéresse à sa conception. Un designer, donc c'est une personne dont le métier est de travailler à la conception des objets ou services. Et dans la boîte à outils du designer, il y a ce qu'on appelle travailler avec l'expérience utilisateur. Le designer, le cœur de son travail, c'est de travailler à la fonctionnalité des objets et non à la partie esthétique. En général, on va travailler sur la fonctionnalité d'un objet et ensuite on peut s'intéresser à créer un objet esthétique comme argument supplémentaire de vente. Mais ce n'est pas le cœur du métier du designer. Donc, reprenons, le designer va s'intéresser à la façon dont l'usager, le client, l'utilisateur final, va utiliser l'objet pour pouvoir concevoir, donc designer, un objet ou un service le plus proche des besoins de l'utilisateur. Pour illustrer ce concept, je vais prendre deux contre-exemples. Le premier contre-exemple est illustré dans cette image. Donc, au niveau de ce parc et de ce cheminement, la conception du cheminement, donc des allées qui ont été pavées, n'a pas pris en compte l'expérience utilisateur, les besoins de l'usager, puisqu'on voit clairement à l'image que cet usager n'emprunte pas le chemin qui est prévu, qui a été conçu, qui a été designé, mais passe par un raccourci. Et vu l'état de la pelouse, c'est pas le seul. Donc, au travers de cette image, on peut s'apercevoir que l'expérience utilisateur est souvent très différente de la façon dont le concepteur va travailler. Et quand on parle de designer, on peut penser sur cette image qu'il y a eu une erreur de conception, puisque le chemin emprunté par l'utilisateur représenté à l'image n'est pas prévu dans la conception, et pourtant il y a un réel besoin d'usage. Une seconde image qui représente en fait exactement le même concept, sur cette illustration de la même façon, un parc avec un chemin qui a été conçu, qui est le design, donc juste de la conception, mais aussi une autre réalité qui coexiste avec cette conception, qui est le besoin utilisateur, l'expérience utilisateur, qui a besoin de partir du point de vue où se trouve le photographe vers la droite, qui a l'air d'être un lieu d'habitation. Et effectivement, prévoir un cheminement dans cette direction correspond à un besoin usagé. Un autre exemple, un autre contre-exemple plutôt, que je vous partage, qui sont les tables de cuisson, donc qu'elles soient électriques, induction, peu importe, ou vitrocéramique. Je pense que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois de chercher à allumer une plaque et de simplement pas allumer la bonne. Donc dans cet exemple, on peut aussi envisager que l'interface de la table de cuisson n'a pas été conçue de sorte à ce que l'usager puisse intuitivement
trouver le bouton qui correspond à la plaque qu'il souhaite allumer. Donc l'expérience utilisateur dans certaines plaques de cuisson n'est pas prise en compte puisqu'il n'y a pas un usage intuitif de cet objet. Lorsque ce n'est pas intuitif, comme par exemple une ligne de bouton comme on peut le voir à l'image alors que la disposition des plaques est en carré, des dessins ou une signalétique, des icônes, des symboles peuvent aider à retrouver plus facilement le bouton qui correspond à la plaque que l'on souhaite utiliser. Cela correspond à une bonne conception. Alors, on a envisagé ensemble du design, on a vu la définition de ce qu'est UX, User Experience, en anglais. En Design Thinking, il y a énormément de termes en anglais. Vous allez voir que je passe du français à l'anglais. Je pense que vous allez vite prendre l'habitude. Donc, UX, User Experience, ça correspond à l'expérience utilisateur. Donc, de quoi parle-t-on? Le Design Thinking est donc une méthode d'innovation centrée sur les usages ou centrée usager. Et on va regarder à quoi correspond l'expérience utilisateur sur un produit maintenant pour aller un petit peu plus loin dans les définitions. Je vous propose cet objet. Donc, c'est une bouteille, c'est un produit. C'est une bouteille de ketchup et la conception de cet objet remplit sa fonction première qui est de permettre d'emballer le produit, donc le ketchup, et de le distribuer jusqu'au consommateur. J'imagine aussi que dans le cahier des charges de ce produit, il y avait aussi des demandes au niveau marketing pour qu'on puisse identifier facilement la marque, puisqu'on retrouve l'étiquette, le bouchon et la forme spécifique de la bouteille. On reconnaît bien, on retrouve bien l'identité de marque. Maintenant, ce produit, et je vais vous laisser y penser pendant 2 secondes, a tout un tas d'inconvénients en termes d'expérience utilisateur. Donc, je vous laisse y penser. Les inconvénients de ce produit au niveau de l'expérience utilisateur sont, par exemple, la bouteille est en verre. Ce type de produit est susceptible de se retrouver dans la porte du réfrigérateur et lorsqu'on ouvre un peu brusquement la porte du réfrigérateur, si la bouteille tombe, eh bien, elle risque de se briser puisqu'elle est en verre et du ketchup partout, c'est une petite catastrophe à la cuisine. Autre inconvénient, lorsque le produit est neuf, le ketchup est fluide, mais au fur et à mesure que l'on s'en sert, il va avoir tendance à sécher. Donc, au fur et à mesure que l'on consomme le ketchup, il va y avoir de moins en moins de produits dans la bouteille et l'inconvénient majeur, c'est qu'il aura du mal à couler et à descendre lorsqu'on va retourner la bouteille pour se servir. Donc l'expérience utilisateur permet d'identifier un certain nombre de besoins non répondus par cet emballage. Si on prend en compte l'expérience utilisateur, on arrive finalement à la bouteille que l'on connaît aujourd'hui, au flacon que l'on connaît aujourd'hui, qui est donc celui sur la droite, qui permet premièrement d'utiliser l'intelligence de la gravité et faire que le produit est immédiatement disponible, toujours prêt à être servi, puisque l'ouverture se fait par le bas. Qu'en plus, comme le produit est en plastique, on peut presser dessus pour pouvoir avoir accès plus facilement au produit lorsqu'il y en reste très peu, et également plus de risques qu'il brise en tombant de la porte du réfrigérateur. Et un dernier besoin à gauche que je n'avais pas cité, c'est le bouchon. Le bouchon à gauche peut vite être perdu ou tomber sous un meuble, ce qui va faire qu'on va perdre le reste du produit puisqu'il va sécher. À droite, le bouchon est solidaire du reste de l'emballage, donc il n'y a pas de risque de le perdre. Au travers de cet exemple, on s'aperçoit qu'en prenant en compte l'expérience utilisateur, on peut apporter un certain nombre d'améliorations sur l'usage d'un produit en trouvant des solutions et des idées pour supprimer les inconvénients à l'utilisation. Donc, le designer, son métier, c'est d'observer, de prendre en compte l'expérience utilisateur pour pouvoir proposer et donc concevoir le produit le plus adapté à son usage. Un autre exemple, toujours de l'innovation centrée sur les usages et de la notion d'expérience utilisateur. Ce produit que l'on voit à droite, ce sont donc des pantoufles qui sont munies d'une petite lumière et lorsqu'on glisse les pieds dedans, ils vont s'allumer. Une pantoufle, elles vont s'allumer.
Donc, ce produit qui est un gadget, hein, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner l'humanité, mais est typiquement un produit qui a été conçu par l'observation des utilisateurs et des usagers, en prenant en compte un fait qui est que lorsqu'on se lève la nuit, dans l'obscurité, soit pour ne pas déranger les personnes avec qui on vit, soit pour ne pas allumer une lumière trop forte qui serait désagréable sur les yeux, la question de la lumière se pose. Donc, ce produit permet, lorsqu'on glisse ses pieds dans les pantoufles, d'avoir une lumière faible et adaptée en pleine nuit pour pouvoir se déplacer dans la maison. Donc, c'est effectivement un produit qui a été conçu suite à un processus de design thinking. Et maintenant, on va regarder ensemble en quoi consiste ce processus d'innovation. Donc, le design thinking est une méthode créative d'innovation collaborative centrée sur l'usager. Donc, centrée sur l'usager, ça veut dire qu'on va concevoir en suivant un processus qui, à tout moment, prend en compte les besoins utilisateurs. On va regarder ça ensemble. Méthode créative, donc qui suit les principes de la créativité. Vous avez vu sur la vidéo précédente qu'on va en fait passer par des phases de divergence pour avoir un maximum d'idées et utiliser les règles de la pensée latérale, puis ensuite revenir vers de la convergence. Donc le design thinking est une méthode créative et d'innovation collaborative parce que le design thinking suppose la collaboration interdisciplinaire, multidisciplinaire de tout un tas d'acteurs. Donc évidemment, les concepteurs collaborent avec les usagers et les utilisateurs finaux, mais également on va pouvoir réunir autour de l'identification et de la résolution d'un problème des compétences très différentes, des designers, des ingénieurs, mais aussi parfois des sociologues, des ergonomes, et tout un tas de disciplines qui vont collaborer ensemble pour pouvoir adresser un problème autour d'un besoin usagé. Donc à l'image est représentée la D-School, donc qui est donc l'école de design thinking animée à l'université de Stanford. On aurait en fait travaillé avec ce type de configuration si on avait été en présentiel, mais on va essayer de le faire en numérique avec des outils de substitution. Donc là aussi représenté les supports de travail de la D-School, où on voit en fait des panneaux de créativité partout avec des post-it, des idées, etc., etc. Maintenant, le processus du design thinking. La D-School le décrit en 5 étapes, celles qui sont à l'image que je vais nommer. On peut aussi retrouver exactement les mêmes principes qui sont décrits en 3 étapes, en 5, donc comme là, en 7 ou en 9. Donc on va regarder un peu ça ensemble, je pourrais passer d'un modèle à l'autre. Donc, dans ce processus, 5 étapes. La première étape, c'est une étape très importante parce que nous, ingénieurs, on n'a pas du tout l'habitude de prendre le temps pour ça et on y passera notre journée du mardi. C'est l'étape d'empathie. Ça veut dire qu'on va chercher à se mettre à la place de l'usager, à observer, à regarder sa réalité au travers de son regard à lui ou à elle. Phase d'empathie, la première, celle qui permet d'envisager un certain nombre de besoins qui ne seraient pas répondus pour notre usager. Suite à cette étape, qui est une étape de divergence, on va regarder un peu dans toutes les directions, on va reconverger vers une étape de définition du problème, le problème que l'on souhaite résoudre et sur lequel on va se concentrer pour le reste du processus. Donc définition du problème. Ensuite, la phase idée, c'est la phase idéation, celle qui va chercher à résoudre le problème que l'on aura énoncé à la phase précédente. On va brasser tout un tas d'idées et envisager plein de pistes de solutions différentes. Tout ça pour en sélectionner une que l'on va prototyper puis tester auprès de nos usagers. Et ce processus est un processus itératif non linéaire. Ça veut dire qu'on peut à toute étape revenir en arrière au fur et à mesure que l'on va collecter des informations et améliorer notre compréhension de la problématique au fur et à mesure du processus. On peut revenir en arrière pour refaire une étape et améliorer notre solution. Donc voilà les 5 grandes étapes qui sont décrites par la D-School. Une autre représentation de ce processus
Je vous ai dit qu'il est représenté de plein de façons différentes et ça revient au même. Celui-là, je le trouve intéressant parce qu'on retrouve ce qu'on appelle la représentation en double diamant. Alors, on retrouve en haut le nom du processus en 3 étapes, inspiration, idéation, implémentation. Effectivement, le premier temps, c'est vraiment un temps d'immersion. On va chercher en fait à se mettre à la place de l'usager et à chercher à trouver de l'inspiration dans cette observation, dans cette étape. Ensuite, il y a donc le temps d'idéation. On cherche à résoudre le problème et pour cela, à envisager tout un tas de pistes de solutions grâce aussi aux méthodes de la créativité. Et enfin, le temps d'implémentation, puisque suite au prototypage et au test, on va essayer de réaliser des versions concrètes de notre solution. Et donc, on va implémenter cette solution. Et on retrouve très nettement l'allure des processus créatifs avec cette alternance de divergence et de reconvergence. Et pour pouvoir mieux l'illustrer, une dernière représentation, donc c'est toujours la même chose. On retrouve les 5 étapes de la méthode pensée-design ou design thinking. Donc, la première étape, c'est l'empathie qui nécessite une posture d'ouverture. On est vraiment dans l'ouverture, c'est-à-dire dans la divergence, l'observation. On va regarder ça en détail dans une minute. Puis ensuite, on reconverge vers la définition d'un problème précis, où on fait un choix de notre problématique de travail. C'est ce qu'on va aussi devoir faire cette semaine. Puis, on réouvre vers une phase divergente pour envisager tout un tas de solutions dans la première étape de l'idéation, donc typiquement un brainstorming, pour ensuite reconverger vers la sélection d'une solution, celle qu'on va implémenter sous forme d'un prototype, qui est donc l'étape 4. On a pris une décision, on a choisi une solution et on commence à implémenter dans la phase de prototype, qu'on va ensuite pouvoir réouvrir lors d'une phase de test. En général, on représente ça sous forme de 2 diamants et pas le demi qui reste. Voilà pour de la représentation de cette méthode créative d'innovation collaborative centrée sur l'usager. C'est un peu long, mais chaque mot a son importance, comme on vient de le voir ensemble. Alors, première étape, l'empathie. Très délicat pour nous ingénieurs. Empathie. Il faut vraiment accepter de ralentir et de prendre le temps et de voir les choses un peu différemment. Donc, l'empathie, c'est donc, je répète, un moment où on va chercher à se mettre à la place de l'usager et à regarder sa réalité au travers de ses yeux ou dans ses baskets. Comment renforcer son muscle de l'empathie? Il faut accepter pour cela d'utiliser des outils facilitateurs. On va en voir 2 ensemble qui vont nous permettre d'apprendre à développer notre empathie. Dans cette image, on voit bien qu'en fonction de l'angle de vue, on ne voit simplement pas la même chose. Pour pouvoir résoudre le problème d'un usager, il faut être capable de voir les choses de son point de vue à lui. Alors, dans les outils qu'on va expérimenter ensemble, le premier, c'est simplement l'entretien. Si on avait pu être sur le terrain, en fait, si on avait été en classe, on aurait eu un temps d'immersion où je pense qu'on aurait essayé d'aller faire un peu de terrain. On serait peut-être même sorti dehors, on aurait parlé aux gens. Mais là, il va falloir passer par l'entretien puisqu'on est complètement en ligne, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à dérouler une série de questions auprès d'un usager de la montagne, puisque c'est notre thématique, dans le but de mieux comprendre son expérience à lui ou à elle. Donc ça, le premier outil, c'est l'entretien. Le second, c'est que pour nous permettre de continuer à réfléchir, même en l'absence de l'usager autour de la table, dans la mécanique de conception, on va créer ce qu'on appelle un persona. Donc un persona est une petite carte d'identité, est une fiche qui permet de décrire un profil d'une personne, donc une personne fictive, mais qui a été construite à partir de réalités intéressantes pour aborder notre problème et qui correspond au profil d'un usager crédible et réaliste pour le problème que l'on cherche à résoudre. Donc un persona, en général, va ressembler à la fiche que je vous présente à l'écran, où on va retrouver des informations sur
sur le profil de la personne, son âge, ce qu'elle fait, son métier, etc., les loisirs, ce qu'elle aime, est-ce qu'elle est à l'aise avec la technologie, comment elle utilise son temps libre, ses valeurs, etc., etc. En général, il y a aussi une photo, ça permet de personnifier, donc de rendre plus humain ce persona, et on va utiliser l'outil du persona pour à chaque fois qu'on avance dans notre réflexion de conception, pour se demander, tiens, et telle persona, elle dirait quoi sur cette idée, etc., etc. Donc c'est un outil qu'on va utiliser cette semaine. Deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est la carte d'empathie. Donc lors d'un entretien, comme je vous disais, vous allez réaliser des entretiens, au fur et à mesure que la personne parle, pour essayer de se mettre dans ses baskets vraiment et pas juste d'analyser ce qu'elle dit. C'est-à-dire, une analyse, c'est quand on reste dans ses chaussures et on écoute, voire même on peut porter un jugement ou une analyse critique sur ce qui est entendu. Là, le but, c'est de comprendre. Donc, pour comprendre, je vous propose l'outil de la carte d'empathie qui permet de se concentrer sur certains aspects du récit de la personne que vous avez en entretien. Vous demandez ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle entend, ce qu'elle fait, etc., etc. Vous vous demandez les problèmes qu'elle est en train d'exprimer ou les problèmes sous-jacents à son récit, et puis de quoi elle a besoin. Donc, grâce à la carte d'empathie, cela permet de développer une écoute active et empathique lors de ces entretiens. On utilisera cet outil. Alors, je vous ai déjà présenté le double diamant, une autre façon de le représenter. Donc, la phase d'empathie, première étape, c'est donc la phase divergente du premier diamant, pardon. C'est la phase de découverte. On va découvrir tout un tas d'informations sur l'usager grâce à l'écoute active et l'observation. Ensuite vient la phase de convergence. On va chercher à définir le problème. Regardons cette étape maintenant ensemble. Donc, la définition du problème, c'est une étape très importante et on va voir pourquoi dans une minute. Encore une petite citation d'Einstein que j'affectionne particulièrement, qui a dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir à la question et 5 minutes à réfléchir aux solutions. » Une question bien formulée, bien énoncée et simple à répondre. Il a aussi dit une autre citation, je ne peux pas la citer exactement, qui disait que un problème sans solution est un problème mal énoncé. Donc nous, mardi après-midi, c'est le temps où on va chercher à formuler le problème et on prendra le temps de le faire correctement. Donc, on est dans cette phase de reconvergence du diamant qui traite des problèmes, qui s'intéresse. On est sur la phase de reconvergence du diamant qui s'intéresse aux problèmes. Alors, pour énoncer le problème correctement, il y a, pour moi en tout cas, il y a plein de théories là-dessus, mais pour moi, il y a 2 étapes. Premièrement, la phase d'empathie nous a permis d'identifier tout un tas de problèmes vécus par les usagers que l'on aura eu en entretien. Les personas vont nous permettre aussi, puisque en plus des usagers que l'on aura mardi, je vais vous demander de travailler sur des personas, mais de travailler aussi avec d'autres étudiants, vont nous permettre d'identifier d'autres problèmes. Donc on aura, à la fin de la phase empathie, donc à la fin de la phase divergence, tout un tas de problèmes et de besoins non répondus qu'on aura identifiés. De cette masse d'informations, je vais vous demander de sélectionner un certain nombre de problèmes que vous trouvez intéressants et sur ces problèmes, de trouver les causes racines de ces problèmes. C'est quoi une cause racine et comment on fait? Pour ça, je vous propose un outil qui est l'outil des 5 pourquoi. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous propose un exemple qui n'est pas en lien avec la thématique de la montagne, qui permet simplement de comprendre l'outil des 5 pourquoi. Alors, regardons cet exemple. Le problème, en début d'exercice, est la machine-outil s'est arrêtée, il manque un E, la machine-outil s'est arrêtée et E, suite à une coupure de courant. Très bien. Si on cherche à comprendre ce qu'il s'est passé pour résoudre ce problème, un premier pourquoi nous indique que le disjoncteur a sauté. La solution à cette étape serait donc de réenclencher le disjoncteur. Mais si on creuse davantage,
Le disjoncteur a sauté. Pourquoi le disjoncteur a-t-il sauté? Parce que le moteur a chauffé. Très bien. À l'issue de ce second pourquoi, on pourrait proposer comme solution, j'attends que le moteur refroidisse et je réenclenche le disjoncteur. Mais si on poursuit jusqu'à même si pourquoi dans cet exemple, pourquoi le moteur a-t-il chauffé? Eh bien parce que l'outil a forcé par manque d'huile de refroidissement. Mais pourquoi est-ce qu'on a manqué d'huile de refroidissement? Parce qu'un copeau s'est introduit dans le conduit d'arrivée d'huile. Pourquoi ce copeau s'est-il introduit dans le conduit d'arrivée d'huile? Parce que le filtre de récupération de l'huile a été enlevé. Et enfin, un dernier pourquoi, même un sixième dans cet exemple. Pourquoi le filtre de récupération Pourquoi le filtre de récupération de l'huile a-t-il été enlevé? Eh bien, parce que le service d'entretien ne savait pas. On voit bien dans cet exemple qu'en fonction du stade où on s'arrête, le type de solution n'est pas du tout au même niveau. On voit bien dans cet exemple que revoir les consignes avec le service d'entretien n'a rien à voir avec réenclencher le disjoncteur. Ce type d'exercice permet en fait d'aller plus loin dans la compréhension du problème, de sorte à adresser réellement le problème racine, la source du problème, plutôt que simplement trouver une solution très rapide, mais qui ne permet en rien d'éviter que le problème se renouvelle. Alors, la première étape de travailler à l'énoncé du problème, c'est donc de réfléchir sur les problèmes que vous aurez identifiés avec l'usager et d'essayer de remonter au plus proche du problème racine avec ce type d'exercice ou simplement en discutant avec les autres étudiants. La deuxième étape, une fois que vous avez un certain nombre de problèmes, de causes racines, la seconde étape pour moi est de reformuler ce problème en un défi sur lequel vous allez ensuite pouvoir travailler pour l'étape de la recherche des solutions. Et ce défi pourrait être formulé en commençant par « Comment pourrait-on » Donc, si je reprends l'exemple précédent et que je cherche à formuler ma cause racine, qui est donc tout en bas la dernière, en un défi, donc l'entretien ne savait pas, revoir les consignes. Très bien. La solution immédiate et logique, linéaire, ce n'est pas de la pensée latérale, c'est revoir les consignes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous mettre à contribution sur un brainstorming pour trouver toutes les solutions possibles et envisager la meilleure solution possible. Donc, l'entretien ne savait pas étant le problème racine, la cause racine, on pourrait formuler le défi en disant comment pourrait-on améliorer la communication avec le service entretien? Ou comment pourrait-on collaborer en continu avec le service entretien? Ou comment pourrait-on aider à la collaboration du service production et du service entretien? Voilà le principe de la reformulation sous forme de défi qui vous permettra ensuite d'aborder la phase brainstorming de recherche de solutions de façon beaucoup plus efficace. Donc, premier diamant, exploration, découverte, identification des problèmes, puis identification des problèmes sources, formulation des défis, sélection d'un défi. On est dans le croisement vers le diamant solution et ensuite étape solution qu'on voit donc dans une prochaine vidéo. On voit bien à cette étape que dans la démarche du design thinking, où il y a cette étape préliminaire d'exploration et d'observation de tous les possibles, on va identifier un grand nombre de problèmes, un grand nombre de besoins, et qu'en travaillant sur une bonne compréhension de ces problèmes, l'étape solution pourrait amener des solutions que nous n'aurions pas eues dans une démarche de conception linéaire, classique, qu'on retrouve dans une conception plus classique, qui ne travaillerait pas donc avec les usages. Voilà pour cette première partie sur le design thinking. Dans la prochaine, on parle solution et idéation. Voilà, c'est tout pour moi. À plus tard.